Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Le jeudi 6 mars à 10h04, non pas une mais 8 bombes de 250 kg ont frappé un village au nord de la Corée, à quelques kilomètres seulement de la ligne de démarcation avec la Corée du Nord. Tout cela se situe à environ 30 km au nord de Séoul et clairement, ce n'était pas prévu que ces deux avions de combat F-16 sud-coréens larguent leurs bombes sur ce village, faisant à minima 7 blessés, dont au moins 2 blessés graves. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on revienne un petit peu sur ces images qui sont absolument incroyables, que l'on revienne sur ce type de bombe, des MK82, comment est-ce que cela se tire, et que je vous partage également un petit peu la version utilisateur, car ce ne sont pas les premiers, et malheureusement probablement pas les derniers, à se tromper de cible. Allez, jingle. Roger ball. Alors nous n'allons pas parler de l'armée coréenne pendant des heures. Pour faire très simple, ils ont des KF-16. Les Coréennes sont en fait des versions des F-16C et D. Ils en avaient reçu 180, des versions en fait Block 30 ou 55. Donc on n'est pas sur l'avion de 2025, on est quand même sur de l'avion plutôt ancien. Ils ont eu des mises à jour, 130 qui ont été mis à jour au dernier standard, le F-16V. Mais vous n'êtes pas en termes d'avionique sur un Rafale. L'interface Home System n'est pas la même. On est quand même sur la génération un petit peu avant. Il y a un petit peu de travail dans le cockpit pour réussir à faire un appui-sol qui soit efficace. Et justement, c'est d'appui-sol dont il est question aujourd'hui. Vous avez un avion de combat, vous devez appuyer des troupes au sol pour s'entraîner, par exemple, à les faire avancer, à les désengorger. Bref, on appelle ça soit de l'AI, de l'Air Interdiction, vous allez faire des frappes offensives, soit du CAS, du Close Air Support. Ce que l'on sait, c'est que dans quelques jours, vous avez l'exercice Freedom Shield du 10 mars au 20 mars, où les Américains et les Coréens s'entraînent ensemble. Et là, on était dans la phase de montée en puissance avant ce grand exercice de 10 jours, le premier du mandat Trump. Ce que l'on sait également, c'est qu'il y a un champ de tir pas très loin. Alors si vous avez l'information de où se trouve le champ de tir, pour l'instant, je n'ai pas trouvé en source ouverte cette information, mais il y avait des tanks K2, il y avait des Howitzer également, il y avait des hélicoptères Apache, des AH-64 et même du F-35 qui participaient. Donc vu de l'extérieur, même si à l'heure actuelle les sources officielles ne communiquent pas dessus, cela ressemble à des exercices de joint fire. Le joint fire, c'est quoi? C'est réussir à faire coexister sur le champ de bataille du tir d'artillerie, du tir de mortier, du tir et de l'appui d'hélicoptère, mais également d'avions, et réussir à gérer tous ces atouts, des assets comme on dit, et de les coordonner sur le champ de bataille. Sachant que quand vous tirez avec, par exemple, du mortier, il y a une cloche, ça va monter, pareil que de l'artillerie, et donc vous ne voulez pas avoir d'hélicoptères qui traînent, vous ne voulez pas avoir d'avions à la mauvaise altitude, et il y a donc une déconfliction, une gestion de la zone sur laquelle il faut travailler. C'est pour ça que le joint fire, c'est extrêmement compliqué, donc ça demande forcément beaucoup d'entraînement. Maintenant, petit point intéressant, je vous ai dit que le cas F-16, c'est pas forcément la toute dernière version. Les bombes qui ont été tirées, c'est de la bombe type Seconde Guerre mondiale. J'exagère à peine. La MK82, j'en ai tiré sur des chars au champ de tir de Capsieux en super étendard à l'ancienne, un petit peu comme ils ont fait là, en visant, en tirant, sans aucun guidage. On n'est pas du tout dans le tir chirurgical. Alors pour reposer un petit peu les bases, quand vous tirez une bombe, vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous. Soit c'est une bombe bête, comme cette MK82, qui est en fait un corps de bombe qui n'a aucun guidage. Elle va aller là où le système de tir de l'avion lui dit d'aller. Et dans l'avion, vous avez différentes conduites de tir, différents systèmes, différents moyens pour viser et tirer. Et généralement, quand on tire de la MK82, vous faites un piqué. Pendant le piqué, vous venez désigner là où vous souhaitez tirer. Vous faites une ressource. Pendant la ressource, vous autorisez le tir. Et la bombe va partir quand l'ordinateur décide que c'est le bon moment. Ça, c'est un mode de tir. Un autre mode de tir, c'est que vous visez, vous tirez, la bombe part à ce moment-là. Une autre conduite de tir. Il existe également des versions où vous préparez à l'avance des coordonnées et vous restez en palier et sans voir le lieu directement, vous venez autoriser le tir tout en volant en palier et au moment où l'ordinateur estime que vous êtes au beau point balistique pour lâcher la bombe va se détacher
et va tomber vers la cible. Donc, généralement, quand on fait du tir réel, il faut avoir le visuel précis, la PID, comme on dit, la Precise Identification de la cible avant de pouvoir tirer. Mais dans certains types de tirs, ce n'est pas le cas, notamment si c'est de nuit. Bon, là, c'était de jour et il faisait grand beau. Mais l'idée, c'était de vous expliquer un petit peu la philosophie. Par exemple, en super étendard, on faisait des assauts de nuit, vous voliez comme ça en palier, on faisait une ressource, et pendant la ressource, on autorisait le départ de la bombe, on ne pouvait pas voir où ça va. Ça, c'est les bombes sans aucun guidage. Maintenant, vous avez également la catégorie des bombes intelligentes, les fameuses frappes chirurgicales, très marketing comme terme. Vous avez ce qui a été créé pendant la guerre du Vietnam, le laser. Enfin, quand je dis créé, c'est on va dire démocratisé, avec par exemple le kit Pei-Vouet 2. Là, c'est simple, vous prenez votre MK82 qui a été tiré là, devant vous mettez un œil laser, derrière vous mettez des petites ailettes et la bombe, elle va suivre un faisceau laser et elle va y aller. Mais là, vous ne les tirez pas 8 par 8. Là, vous les tirez une par une. C'est la moitié des bombes que j'ai tirées au combat, c'était de la bombe guidée laser. Donc là, vous illuminez la cible, vous la repérez et avec vos optiques embarquées, avec votre pod de désignation laser, vous émettez un signal laser, la bombe va le suivre et pendant que vous volez, vous devez en même temps piloter votre faisceau laser. L'autre grande technologie, c'est avec le GPS, ou pour être précis, le GNSS. Le GPS, c'est américain. Ils vous donnent des clés GPS, les Américains, pour augmenter la précision du signal. Vous mettez dans votre système, par exemple, une GBU-49, qui est en fait ce corps de bombe avec un guidage GPS ou laser à l'avant et à l'arrière de quoi se piloter. Et là, eh bien, c'est tout simple. Vous lui dites à la bombe, va sur telle coordonnée avec tel angle d'attaque et tel cap d'arrivée. Et la bombe y va. Elle est intelligente. Donc tout ça pour dire qu'on a le corps de bombe bête qu'on peut tirer tout seul. On peut mettre un kit pour un guidage laser ou on peut mettre un kit pour un guidage GNSS. Après, il y a d'autres versions avec du électro-optique. Mais aujourd'hui, on fait simple. Alors en ce jeudi matin, nous avons ces images qui nous permettent de comprendre sous quelles conditions les bombes ont été tirées. Elles ont été tirées en salve et avec une salve très rapprochée, mais le plus intéressant, on parle de 8 bombes. 8 bombes. Alors 8 bombes, ça veut dire quoi? 4 sur l'avion du leader, 4 sur l'avion de l'équipier, ils ont tiré en même temps puisque ça impacte, d'après les images, en même temps. Alors je vous avoue que c'est pas banal, moi le plus que j'ai fait, c'est tirer 4 bombes d'entraînement en même temps sur un champ de tir, c'était en nord de l'Écosse, c'était super sympa, et on mettait un espacement entre les bombes. Là, ce type de tir, j'en ai jamais fait à l'entraînement, c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, on ne le voit jamais, puisque d'un point de vue technique, autant tirer une bombe d'entraînement ou autant en tirer qu'une, mais là, je ne comprends pas l'intérêt d'envoyer 8 bombes comme ça d'un coup. Si vous voulez vous entraîner à tirer tous les deux en même temps, vous tirez une bombe d'entraînement chacun, ça suffit. Moi, c'est vraiment qu'il y a des stocks à tirer. Donc c'est intéressant et l'enquête nous permettra peut-être de comprendre pourquoi ils ont tiré 8 bombes comme ça. C'est pas banal. Maintenant, il y a peut-être eu un souci qui les a amenés à tirer ça. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pouvaient pas vouloir tirer à cet endroit-là. Donc là, on a un souci au niveau de la PID. Soit ils ont mal identifié le point, soit ils ont fait confiance à des coordonnées qui n'étaient pas bonnes. Mais là, on a un énorme problème de essai, de situation awareness, de conscience de la situation. Et ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'avant d'ouvrir le feu, vous devez avoir l'autorisation du chef du champ de tir. Et vous allez avoir des systèmes radars, vous allez avoir du visuel également de la part de la personne qui appelle la frappe, qui doit confirmer que vous êtes bien sur le bon axe d'attaque, que vous arrivez du bon côté dans le bon coin de ciel avant de vous autoriser in hot, donc à ouvrir le feu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va sur un champ de tir, c'est ultra cadré. Vous devez arriver suivant un certain axe, à une certaine hauteur, à une certaine vitesse, faire des contacts radio à certains endroits. Vous êtes surveillé radar et si vous avez bon partout, vous allez pouvoir vous annoncer pour le tir et l'officier du champ de tir ou la personne qui guide votre frappe va vérifier qu'elle vous voit bien, qu'elle voit bien la cible, que c'est cohérent et va vous autoriser. C'est même une contrainte de temps de paix, c'est que le temps que tout ça se fasse, vous n'avez pas beaucoup de temps pour tirer. Et généralement, on arrive, on se met les ailes à plat, on s'annonce in hot, on attend la confirmation, l'autorisation. Dès que l'autorisation est là, temps de paix, on a le droit de faire sauter la sécu, qui est souvent sur le côté. Donc à ce moment-là, il faut arrêter de viser la cible. Tu soulèves la sécu, tu reviens en mode je vise la cible, tu autorises ton tir, tu fais ta ressource. C'est pas facile, c'est un métier. C'est pareil avec les passe-canons. Et donc se retrouver à tirer comme ça sur un village,
C'est pas par hasard que ça arrive extrêmement rarement, c'est parce que ça veut dire qu'il y a eu une multitude de trous dans les fameuses plaques de Reason, et donc qu'il y a eu une multitude de défaillances qui ont amené à cet accident rarissime. Maintenant, je dis rarissime, mais c'est déjà arrivé par le passé dans des cas très particuliers. Regardez par exemple en France, en 2018, en avril 2018, il y avait eu des bavards, des bombes d'entraînement qui avaient été tirées sur une usine. En fait, les avions des Mirage 2000 devaient aller au champ de tir, avaient des bombes d'entraînement à bord, avaient profité du vol vers le champ de tir pour s'entraîner au tir sur des cibles civiles en attendant, et manque de peau, il y avait un souci au niveau de l'attache de la bombe, et au moment de la ressource, les bombes sont parties. Donc là, vous voyez le concours de circonstances qui amène à ça. Accessoirement, à mon époque dans la marine, on n'avait pas le droit, avec des vraies munitions à bord, de s'entraîner sur des cibles civiles. Les textes armés de l'air étaient légèrement différents, ont peut-être changé depuis d'ailleurs. Dans certains cas, j'ai par exemple vu une super étendard partir en vol avec 2 bidons et revenir avec un seul bidon. Problème d'accroche, c'était tombé. Là, on est sur 2 avions qui larguent 8 bombes au même endroit. Donc clairement, le côté technique, il y a peu de chances que ça soit ça. D'un autre côté, on a également vu ces dernières années, plusieurs fois, les Russes tirer des bombes sur leur propre ville, un petit peu de la même manière que là ce qu'on a vu en Corée. D'ailleurs, ce n'est pas arrivé depuis quelques temps. Peut-être qu'ils ont réussi à réparer les problématiques qu'ils avaient, mais généralement, si vous avez une bombe qui tombe, comme pour les bavards, on va regarder au niveau des accroches, de la liaison entre l'avion et la bombe. Il peut y avoir des soucis ou des malfonctions. Ce qui est sûr, c'est que tirer 8 bombes comme ça dans un espace rapproché avec 2 avions, c'est qu'il y a intentionnalité. Maintenant, comprendre pourquoi cette intentionnalité. Est-ce qu'il y avait une situation d'urgence avec un abordage, une double panne moteur, très peu probable, et qu'ils ont décidé de se séparer des bombes et qu'elles sont armées? Ça, c'est une petite probabilité. Est-ce qu'ils ont visé une cible en se trompant complètement de cible? C'est un petit peu plus crédible. Et maintenant, est-ce qu'ils avaient des procédures particulières ce jour-là ou qu'ils se sont loupés, qu'ils ont continué alors qu'ils n'avaient pas l'autorisation ou qu'il y avait peut-être un exercice avec de l'entraînement au brouillage radio ou tout simplement des procédures où on travaille sans radio pour se préparer à la guerre? Possibilité également. Dernière possibilité, on n'est pas très loin de la frontière avec la Corée. Il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur les radios, sur les brouillages. Donc, les conditions que moi je connais, que j'ai connues à l'entraînement en métropole en France, ne sont pas forcément des conditions auxquelles ils s'entraînent actuellement. Et toutes ces procédures sont peut-être revues un petit peu à la baisse pour des raisons opérationnelles. En définitive, ce que j'espère que vous allez retenir de cette vidéo, c'est que pour pouvoir être autorisé à ouvrir le feu à l'entraînement, il faut respecter le cadre de mise en œuvre de l'armement de votre champ de tir. On parle de consignes permanentes d'utilisation des champs de tir, les CPUCT en France, et qu'au sol, il y a une surveillance généralement avec des radars, avec également du personnel qui doit s'assurer que ça marche bien. Maintenant, dans certains cas exceptionnels, par exemple à Djibouti, j'ai eu quelqu'un de mon unité une fois qui a tiré une bombe de 250 kg sur la mauvaise colline. Ça peut mal se comprendre, c'est un super étendard, on peut se tromper au niveau du tolcon, au niveau de la description de la cible. Bref, ça peut arriver, ça reste à la marge. Et si ce n'est pas au milieu du désert, généralement, eh bien, ce genre de tir se fait sur des champs de tir où tout est ultra surveillé. En France, vous avez par exemple le champ de tir du Bégot, pas très loin de la ville de Lorient. Vous pouvez y voir des rafales, faire des passes-canons. Et accessoirement, maintenant, moi j'habite dans le sud-ouest, pas très loin de la base de Cazaux, et je suis sous la vente arrière d'un champ de tir où des essais en vol ont lieu de temps en temps, et ça me permet de voir passer du Rafale ou du Mirage 2000. C'est assez sympa. Je vous dirai s'il y a quelque chose qui tombe dans le jardin. Sayonara, Sodom. Dans tous les cas, cette actualité permet également de voir que les exercices entre les États-Unis et leurs principaux alliés continuent d'avoir lieu, car cet exercice Freedom Shield va bientôt commencer. A très bientôt sur la chaîne. Pourquoi pas rendez-vous en mai à Osgore pour notre séminaire B2C, ou sinon dans votre entreprise, pour votre prochain team building, pour votre prochain séminaire, ou pour une formation à votre journée sécurité. N'hésitez pas à nous contacter. A très vite et fly safe.